Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Bienvenue dans ce live organisé par Chance, ce live de la série, ou plutôt de la semaine en coulisses, où à chaque fois nous vous proposons de découvrir un métier à travers un guest qui connaît ce métier, qui est un expert de son métier. Et donc aujourd'hui, je suis en présence de Ahmed, qui va nous parler du métier de traducteur-interprète. Donc moi, je m'appelle Alizée, je travaille chez Chance, évidemment. Vous avez le chat qui est là pour communiquer. Donc voilà, je vois plein de gens qui se disent bonsoir. Vous avez aussi un onglet questions. C'est l'idéal pour poser vos questions parce que dans le fil du chat, parfois, on peut un petit peu les perdre dans le déroulé. Donc c'est encore le mieux pour poser vos questions. Et si ça convient à tout le monde, moi, je propose à Ahmed de commencer par nous expliquer comment il est arrivé sur le poste, sur un poste de traducteur-interprète. Bonsoir Alizé, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien pour le son? C'est top. Ok, parfait, parfait. En fait, alors, j'ai occupé ce poste à deux reprises dans ma vie, avec presque 10 années d'intervalle. Et deux cadres et deux manières, deux configurations complètement différentes. La première fois, c'était entre 2012-2014 en tant qu'auto-entrepreneur auprès d'un prestataire en présentiel à l'OFPRA, à l'Office française des réfugiés, et à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile, parce que c'est le même marché. Et beaucoup plus tard, en 2020, pardon, j'ai retrouvé mon poste actuel en tant que traducteur-interprète, cette fois-ci à 100% à distance, depuis chez moi, par téléphone et visioconférence. Et cette fois-ci, je suis salarié, c'est-à-dire en CDI, depuis cette date-là jusqu'à maintenant. Et ça dure autant que possible pour l'instant. Trop bien, donc tu as vraiment vécu différents aspects du métier, tant par le statut que par la structure. Heu, Intéressant comme tout. On va pouvoir te poser Et plein de questions alors. oui, avec plaisir. Et par la manière de faire et même la rémunération, en fait, c'était différent sur tous les aspects, et même par la façon de faire à cause de l'espace ou de la distance temporelle entre les deux. Bien sûr, les instances et les lois ont changé entre-temps, et Mmh, j'ai dû m'adapter, me réadapter et réadapter le mmh. discours quand j'ai repris. Et entre les deux, c'était de l'enseignement dans l'enseignement supérieur, en tant que prof d'arabe aux francophones. D'accord. Et alors, du coup, il y a une question sur cet aspect qui vient d'être posée par Élise. Donc d'ailleurs, toutes les autres questions sont, bienvenues évidemment. Élise te demande quelle structure tu as préférée vu que tu as exercé dans des aspects différents? Difficile question, Alice, parce que la première fois, c'était en présentiel. Ce que je préfère, le contact humain, la présence, bien sûr, c'est bien avant le Covid, mais il y avait bien sûr le trajet assez loin, et parfois on arrive et le dossier ou le demandeur d'asile n'est pas là. Et il n'est pas prévenu, donc au lieu de faire 3 dossiers, on fait un, et parfois 0. Donc on vient, on perd la matinée pour rien. Ici, on a des dossiers pour l'après-midi, donc ça recommence à 14 heures. Donc il faut se débrouiller entre 9 heures et 14 heures, faire quoi faire. Ou si on n'a pas d'autres dossiers, donc on a perdu une matinée pour rien. Euh, Par contre, actuellement, depuis chez moi, il y a bien sûr les aspects pratiques, que je termine à 17h. À 17h05, je suis tout à fait libre. Il n'y a pas de transport, et il n'y a pas le trajet, etc. Mais après, ce que j'ai aussi exprimé à ma coach Chance, c'est il y a aussi un peu l'enfermement, l'isolement. On n'a pas vraiment de collègues, en contact avec nos supérieurs par mail. De temps en temps, il y a des formations, mais tous les 3-4 mois, on est présent au siège. Bien sûr, il y a des grands événements, des réunions annuelles, etc. Mais c'est pas au quotidien. Et ça nous manque un peu, et ça nous met un peu en état d'isolement, d'enfermement, parce que là, quand on travaille, je pense qu'on a tous essayé avec le Covid, mais là, c'est la nature de mon métier qui fait comme ça. Euh, il y a le professionnel qui s'imbrique, il s'invite sur le personnel et le privé, puisqu'on fait tous les deux, enfin les deux activités sortent du même espace qui est l'espace de ma maison, notre Bien appartement. sûr. Donc il y a ce délicat équilibre entre les deux.
Et bien sûr, au début de mon exercice depuis chez moi, j'ai eu bien sûr des échos que il faut, enfin, les bruits des enfants, la télé, la tondeuse du voisin, etc. On a tous eu. Et avant de trouver vraiment l'équilibre parfait et de trouver un espace dédié au travail et le reste, que je touche pas le reste de la journée pour ne pas confondre même mentalement, intellectuellement, les deux Mmh. espaces et les deux activités. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, nous, on est là dans ce live parce que je pense qu'on s'est tous, enfin, toutes les personnes qui sont en train d'assister à ce live se sont dit: Je parle pas une seule langue, et si? Et si jamais, moi aussi, je pouvais être traducteur-interprète?» Toi, tu parles combien de langues différentes? Et d'après toi, d'après ta connaissance du domaine, combien de langues il faut parler ou maîtriser à la perfection pour pouvoir exercer ce job? Oui, j'ai oublié de vous préciser que je suis bilingue franco-égyptien et je suis binational aussi. J'ai la nationalité égyptienne et j'ai la nationalité française. Mais euh, ça nous ramène à une petite définition de traducteur-interprète que j'avais préparée OK, pour répondre à cette question. En fait, en toute simplicité, pardon, c'est celui ou celle qui exerce de façon qualifiée une fonction d'interface verbale ou écrite entre plusieurs individus ne parlant pas la même langue. Et dans cette définition, on peut ressortir deux précisions. De façon qualifiée, c'est-à-dire il ne suffisait pas que tel ou tel soit bilingue ou trilingue pour exercer le métier de traducteur-interprète. Il faut vraiment des études universitaires, bien sûr. au moins, enfin, si vous voyez, si les invités regardent dans les annonces du concours ou les postes, au moins ils demandent Bac plus 5. Euh, Deuxième précision dans cette définition, c'est euh, une interface verbale ou écrite. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas des dictionnaires, on n'est pas de Google Traduction, mais il faut vraiment vérifier la bonne compréhension ou la bonne transposition de texte si on parle de la traduction écrite et mobiliser des connaissances interculturelles pour restituer autant que possible, bien sûr, les nuances, les traits d'humour, les émotions, les illusions, tout ce qui est entre les deux lignes, les lignes, pardon. Mhm. Donc, moi, je parle, enfin, je suis parfaitement bilingue en arabe et en français, et accessoirement l'anglais, mais je ne travaille pas avec l'anglais. D'accord. J'ai pas des connaissances suffisantes, et bien sûr, le marché est beaucoup plus saturé en anglais et en allemand que dans des langues rares, entre guillemets, comme le chinois, le turc, l'arabe, le russe, etc. Ouais. Bon, même l'arabe, il y a beaucoup, à cause de, bien sûr, de la présence de la communauté maghrébine, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins présent que. Mais il faut vraiment même si Oui, c'est plus certains. universitaire, quoi. Mhm. Oui, oui, exactement. Ouais. Même si certains invités sont des parents bilingues ou issus, par exemple, des familles du mariage mixte, il faut vraiment passer par des licences, soit licence de LEA, Mhm. langues étrangères appliquées. C'est vraiment une très, très bonne licence, une formation très formatrice, entre guillemets, qui introduit aussi aux lois internationales à plein d'aspects, ou bien au moins faire une licence de langue et civilisation Mhm. arabe, russe, turc, ça existe aussi dans tous les départements sciences humaines et sociales, dans Ouais, plein d'universités en France, parisiennes et autres. tout à fait. OK, très clair. Merci beaucoup, Ahmed. Je Il t'en y a prie. 2 participantes qui étaient sur le point de poser des questions. J'ai vu Clément, j'ai vu Adeline. Ne soyez pas timides, posez vos questions parce que sinon, moi, j'en ai plein. Donc, la place est quand même surtout là, pour vous. En attendant que ça arrive, moi, je voulais te demander quels sont les aspects de ton métier que tu préfères? Et puis après, forcément, quels sont les aspects On- que tu aimes le moins? Parce que c'est important qu'on n'ait pas de fantasmes sur un métier et qu'on se dise les choses, vraiment. Ah, surtout pas. Oui, surtout pas. En fait, oui, effectivement, en fait, quand j'ai reçu l'invitation de ce live ou de cette semaine des métiers, je me suis dit, oh là là, j'aimerais pas, on va dire, établir un tableau. Tout est rose, tout est bien dans notre métier. Enfin, venez, devenez toutes et tous traducteurs, interprètes. Non, ce que je préfère, c'est vraiment
soit le premier cadre, la première configuration, soit le deuxième, c'est vraiment d'accéder à l'envers du décor de l'actualité politique ou de l'actualité tout court. Pendant le Covid, on était là et on traduisait en permanence toute la terminologie qui est apparue avec cette crise, par exemple. Et j'ai bien sûr, par la nature de mon travail, récits d'asile ou de la guerre en Syrie, en Libye, en Irak, etc., au Liban, etc. Donc, on vit vraiment derrière ce qui se passe, ce qu'on voit, nous, à la télé. Le deuxième aspect, ce que je préfère, c'est le contact humain. Ça, c'est aussi à double tranchant, parce que c'est vrai qu'on établit la liaison, on fait le lien entre deux mondes, le monde arabophone, dans mon cas, et le monde francophone, mais ça aussi un point faible en même temps, c'est il y a une charge émotionnelle extrêmement importante que ni l'un ni l'autre le sont parce que vous regroupez ou vous rassemblez les deux en même temps. Et le troisième point qui me fait toujours plaisir, c'est la gratification. On est toujours félicité ou bien remercié, au moins remercié par les deux, par la personne qui parle, qui nous parle, qui est allophone, qui ne parle pas français, et aussi par le professionnel, le policier, le gendarme, l'agent de la préfecture ou le médecin pour lequel on fait l'entretien. Donc, il nous dit souvent à la fin, sans vous, on n'aurait pas à avoir la consultation médicale ou la consultation juridique ou autre. Il y a aussi une... Pardon. Oui, je voulais juste faire une remarque parce qu'en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis. En fait, comme tu es au milieu et qu'il y a les deux charges émotionnelles des deux côtés et que toi, tu retranscris dans les deux sens, ce qui est dit, effectivement, tu es obligé de personnifier la verbalisation et du coup, effectivement, tu te prends les deux flux. Donc, c'est effectivement assez intense. Et puis après, comme tu dis, le côté gratitude, c'est-à-dire que sans toi, il n'y aurait pas eu d'issue positive à l'échange. Donc forcément, des deux côtés, il doit y avoir une belle reconnaissance. Donc je comprends tout à fait les aspects positifs. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Et tu avais autre chose à dire aussi. Oui, 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 tout à fait. Et le tout dernier point positif, c'est une marge de liberté. C'est que même si on refait le même dossier pour deux entretiens plus ou moins identiques ou similaires, au moins similaires, on est libre aussi de formuler et reformuler en fonction du contexte et de nombreux critères paralinguistiques. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais par exemple, simplifier la terminologie médicale pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études ou qui n'a jamais allé à l'école, adopter un langage jeune, par exemple, avec les mineurs non accompagnés ou quand on est dans une consultation avec un enfant, introduire et s'acclimatiser lors des annonces, par exemple, délicates. Et ça m'est arrivé plusieurs reprises d'annoncer une maladie grave, le sida, le cancer, ou bien annoncer le décès. Et ça, pour toi, c'est un aspect positif? Pas les derniers exemples, mais c'est qu'on a une marge de manœuvre assez importante et parfois aussi Ouais. on est repris. C'est arrivé avec certains collègues qui en anglais Ouais. que certains agents du service public parlent un peu anglais, ils se permettent de corriger l'interprète et nous on dit c'est moi l'interprète, laissez-moi faire mon travail, je connais le mot qui Mmh. doit, ou le traducteur si en Mmh. traduction, je connais le mot adapté pour ce contexte, ce prétexte, il Cette y a personne, pas ce de... profil. Oui, en fait, tu as un deuxième niveau après de traduction. C'est-à-dire que tu as un rôle aussi de vulgarisation ou d'adaptation. C'est à deux niveaux. Mmh. Oui, 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 bien sûr, il y a deux paliers. Le palier linguistique, c'est de Mmh. traduire voiture signifie car, par exemple, en anglais, mais aussi il y a beaucoup plus profondément, il y a l'aspect euh, médiation, explication, bien sûr, simplification, plein de choses, parce que comme je viens de te dire, par exemple, en consultation médicale, tu as un ou une médecin qui a bac plus 10 et tu as en face un patient qui n'est jamais à l'école. Donc, comment équilibrer l'énorme écart entre les deux? Et c'est à toi de faire l'ascenseur Ouais. aller-retour. Et Trop c'est pas bien. toujours évident, c'est vraiment Ouais. casse-tête. Bah, c'est ce qui rend le métier complet. Oui. Et alors je vois qu'Élise a posé une question, mais est-ce qu'avant tu veux nous parler des aspects qui te plaisent le moins ou comme on a dit, on n'était pas là pour peindre un tableau trop rose, mais le plus réaliste possible?
Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais c'est vrai que c'est pourquoi, en fait, je me suis inscrit au parcours chance aussi. C'est pas pour rien. Si tout va bien, Madame la Marquise. Donc les points faibles, je commence par la lourde charge émotionnelle, que ça soit en traduction ou en interprétariat. Pourquoi? Parce que même si vous traduisez on traduit un texte, on y est dedans. Vraiment, on y est dedans, on plein dedans, et on vit l'histoire heureuse ou douloureuse de ce texte ou de cette personne pour lequel on fait l'entretien. Et on vit vraiment avec, par exemple, ce document, contrat, jugement, rapport médical, etc. Et il y a le deuxième point fatigant, c'est la gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire être capable d'entrer immédiatement dans le sujet, soit de texte, soit de propos, parce qu'on change tout le temps de texte, pardon, ou de contexte. Euh, il n'y a pas vraiment. Enfin, parfois on fait du juridique, parfois on fait du médico-social, parfois on fait avec la police, demande d'asile, etc. Donc c'est vraiment cette gymnastique intellectuelle tout le temps. Donc à la fin de la journée, vraiment, on a la tête qui explose. Et ce qui concerne l'interprétariat, c'est vraiment parfois, beaucoup de pression, c'est-à-dire savoir exercer et, comme on vient de dire, créer sa place au milieu de cet échange, surtout dans des échanges tendus ou conflictuels. Et toujours, ou bien pour la traduction écrite, devoir rendre à temps, bien sûr, les textes complexes. Il y a des textes parfois juridiques très complexes qui demandent beaucoup de lecture et beaucoup de relecture, de correction, etc. Et le tout dernier point, qui est un point très important pour moi, c'est cet métier sous-évalué en termes de salaire et de rémunération, malgré tous les efforts qu'on vient d'expliquer. Et à moins, vraiment, ce qui reste assez correct, à moins d'être salarié de grosses structures nationales ou internationales, comme par exemple le ministère des Affaires étrangères, l'ONU, Parlement européen, etc. Mais à part ça, c'est vraiment demande de beaucoup de reconnaissance sociale et financière également, ce métier-là. D'accord, ben, merci pour ta franchise et ta transparence et pour nous partager tout ça. Et ça fait une bonne transition, je trouve, avec la question d'Élise qui demande est-ce que tu penses que c'est un métier qui est menacé par le numérique, par les IA, justement, au vu de tout ce que tu Hum. viens de dire? C'est pas évident, je trouve. Oui, c'est vrai, mais je pense pas. Je pense pas. Ben, ça, en fait, la même menace se représentait il y a 100 ans contre, face aux journalistes. Avec Internet, on peut tout chercher, tout trouver l'information en deux, trois clics, mais il y a toujours des journaux, il y a toujours des agences de presse, il y a toujours des correspondants pour la télé, pour la radio, etc. Enfin, même la radio a été menacée par la télé a été menacée par Internet, Internet par, etc. Je pense pas. Je pense que ça, certainement, va modifier notre pratique, nos exercices. C'est-à-dire, là, par exemple, si je trouve pas un terme médical, je cherche sur Internet, en 2 secondes, je l'ai. Ça me facilite les choses. Mes ancêtres lointains, par exemple, il y a 50 d'années, ils avaient des dictionnaires en papier. Donc ça facilite, mais ça remplacera jamais parce qu'il y a toujours des nuances, il y a toujours aussi, en fait, si vous voulez, chers invités, une langue, c'est comme un arbre. Chaque saison, chaque période, il y a des feuilles qui tombent et d'autres, elles les remplacent. Et ça, seulement, à mon avis, le cerveau humain est capable de suivre le rythme. Ce n'est Là, tu pas parles des évolutions du langage, c'est du ça? langage, Ouais. du langage, de la terminologie, des nouveaux mots, des mots qui ne sont plus utilisés, archaïques. Tout Mmh. ça, c'est que l'être humain qui lui-même, la source du langage, peut suivre le rythme et peut aller au-delà de Mmh. la création. Mais enfin, toute la technologie vient derrière, en fait. La technologie n'est qu'un l'écho de l'évolution Mmh. de l'intellect humain. Enfin, si l'humain n'est pas assez développé ou n'est pas assez évolué, il n'allait pas inventer Internet euh, ou tous les moyens de communication. Donc c'est vraiment d'abord l'humain et ensuite tout ce qui est derrière comme invention, avec un bon ou mauvais, bien sûr, mauvaise utilisation. Ça c'est aussi Ouais. comme un couteau, on peut couper une pomme, mais aussi on peut blesser quelqu'un. Mmh.
Je pense Mmh. pas. Ça va modifier notre métier, mais ça va jamais le remplacer. Et la preuve qu'on a toujours autant de demandes et certains professionnels, ce qu'on appelle les professionnels, que ce soit n'importe qui, et ils me disent, on a commencé la conversation avec les traducteurs sur téléphone, mais ça marche pas, ça fonctionne pas, ça bloque. On a besoin de vos services ou de votre prestation pour mener l'échange à bien. D'accord. Bon, Là, ça ces mmh, échos, je l'ai maintenant. On ouais. l'a maintenant. Ouais, bah, c'est rassurant pour l'avenir du métier. Mm. On a une question de Clémence, une question, concrète, hein. Qu'est-ce que tu penses des plateformes pour freelance, comme par exemple Fiverr Je connais ou pas, d'autres mais je d'ailleurs? connais les équivalents. Les équivalents, ouais, de ces plateformes. Qu'est-ce que tu en penses pour exercer ce métier? Est-ce qu'il y a du business à se faire? Est-ce qu'on peut trouver des missions facilement? Alors, ça dépend des langues. À vrai dire, ça dépend des langues. Mais je pense, de manière générale, le statut de freelance, ce que j'avais évoqué, enfin, le tout premier exercice, j'étais en freelance, auto-entrepreneur. Et c'est vraiment extrêmement difficile d'en faire son revenu ou ses revenus principaux. Parce que c'est vraiment, on est sous-payé, sous-évalué. Il y a toujours, mais le problème de freelance dans la traduction et l'interprétariat, qu'il y a toujours un concurrent qui propose moins ou qui casse les prix. Donc là, on est en descendant jusqu'à maintenant, il y a des freelances qui acceptent ou qui proposent 90 € l'heure. Et c'est très peu. Et il y a toujours. En fait, le problème aussi, c'est que les institutions, les grosses institutions, euh, favorisent et privilégient celui qui est le moins cher, quelle que soit Mmh. la qualité Ouais, de mais c'est que son. ça va niveler vers le bas la profession, quoi. Tout à fait. Donc il Ouais. y a trop. De manière générale, ça dépend des langues. Par exemple, l'anglais, l'italien, l'allemand, il y a beaucoup trop de concurrents. Donc c'est même pas la peine. Mmh. L'arabe en deuxième position, parce qu'il y a beaucoup qui pensent parler l'arabe ou qui maîtrisaient l'arabe et le français. Et le problème, c'est qu'il y a des traducteurs qui ne maîtrisent même pas leur propre langue ou leur langue maternelle. Ça, c'est aussi un gros problème qui a besoin. C'est pour cela, d'où l'importance de faire des études, parce que quand on fait des études, on enfin, remet à niveau notre français, parce qu'on rédige en français, les mémoires, les rapports, etc. Ça, ceci, le français n'est jamais acquis. Pendant mes années d'enseignement, j'ai eu des catastrophes dans les copies en français. Donc, ça peut marcher comme un début, être freelance, mais vraiment, à mon avis, par sécurité, il faut être à un moment donné salarié, au moins à temps partiel, pour garder un Mmh. minimum de revenus et exercer en freelance le reste du temps. Mmh. L'un n'empêche pas l'autre, mais être freelance à 100%, moi, j'imagine pas, comme je viens de le dire, à cause de la concurrence Mmh. croissante et les prix qui sont de plus en plus bas et qui Ouais. sont parfois, souvent, je connais des collègues freelance qui travaillent à perte pendant des mois et des mois, le temps d'avoir de la clientèle et de faire leur base de clients. Ils me disent, je sais que c'est à perte et parfois ils abandonnent tout simplement parce que ce n'est pas vivable Mmh, 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 à mmh. la fin. D'accord. OK. Eh bien, c'est hyper, intéressant tout ça, il faut qu'on se le garde en tête. Je croyais qu'il y avait une question qui arrivait, mais c'était merci de la part de Clémence. Ça, c'est sûr, merci. J'avais une dernière question, mais elle vient de me sortir de la tête. C'était oui, d'après toi, quelles sont les principales qualités ou pas qualités, mais les principales forces ou talents ou quelles fibres il faut avoir pour être traducteur-interprète? Tu le conseillerais à quel type de personne? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Méticuleux, Mmh. premièrement. Hem, Ouvert d'esprit ou curieux, ce qui est dedans aussi la culture générale, parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup de culture générale, regarder les infos, s'intéresser aux régions de la langue, ou sur des langues, pardon, si on parle au pluriel du travail, si on travaille en espagnol, par exemple, il faut s'intéresser, par exemple, à l'Amérique latine, à l'Amérique centrale, à tous les pays qui parlent espagnol, par exemple, c'est un exemple. Donc, méticuleux, ouvert d'esprit, très, très patient.
Très, 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 très. très, 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 très. très, parce que on répète toujours la même chose. Si on travaille, par exemple, en traduction écrite, si vous êtes assermenté, vous allez faire des actes de naissance, des dizaines par semaine, et c'est toujours la même, plus ou moins le même format, mais vous changez les coordonnées de la personne. Ou bien vous faites un format par pays et vous changez, par exemple, ce pays-là, hop, tel format. Ou bien un acte de divorce, un acte de mariage, c'est toujours des mêmes formats. Donc, être très Mmh. patient et ne pas, Il y a ne un côté pas... répétitif qu'il faut prendre en compte, Ah, quoi. ah oui, 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 quel que soit le cadre du métier, il y a toujours un côté D'accord. répétitif. Il y a des mots qui reviennent. Et il y a aussi patient dans le sens où on peut répéter, ou on peut refaire la même chose plusieurs fois par jour sans lassitude, ou avec le minimum de patience quand même. Il faut un peu de patience. Parce que l'autre n'a pas entendu, l'autre n'a pas compris. J'étais aussi à la cour devant les juges, et les juges, par exemple, ou un des magistrats peut être sur son téléphone ou peut être ailleurs. Donc, il faut qu'on lui répète la question ou le propos tel qu'il était, avec la même énergie, avec la même motivation. Donc, c'est pas facile. Donc vraiment très patient, parce que si on se lasse, c'est même pas la peine de faire, quel que soit le métier, je pense. Il y a côté routine dans chaque métier, mais dans ceci, contrairement aux apparences qu'on change tout le temps, mais en fait, on change tout le temps au début, mais après les cartes reviennent. Enfin, sur une échelle de, par exemple, 6 mois ou 3 mois même, j'ai trouvé que plus ou moins les thématiques reviennent plusieurs fois. Mmh. Donc D'accord, très donc patient, ouais, très faut très être patient. déterminé, rigoureux, patient Oui, ou en tout cas pas avoir peur de ce qui peut se répéter. Hem, oui. Bah, on arrive à la fin de notre live, mais je crois qu'il y a une dernière question qui est en train d'arriver, je suis pas sûre. Il y a Achini qui est en train de taper quelque chose, alors c'est peut-être une question. Si ça arrive, on prend la question, sinon, ce sera la fin. Ok, ça marche. Et évidemment, s'il y a des dernières questions, c'est le moment. Suspense, oui, c'est le Suspense. suspense de Ah, la ça y dernière est, c'est question. arrivé. Alors, concernant l'environnement de travail, peut-on avoir des collègues? Mais oui, c'est vrai ça, parce que finalement, c'est Oui. un métier qui est assez individuel finalement. Tu as tes missions de traduction à toi. Tu travailles pas vraiment en équipe, si? Oui, enfin, dans mon cas précis, oui, mais on peut avoir des collègues, bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, si on travaille dans un cabinet de traduction Mmh. qui fait plusieurs langues, on a bien sûr son propre quota de travail dans sa langue, mais peut-être on est deux qui font l'espagnol, donc on travaille en équipe, en binôme. OK, Il OK. y a deux autres qui font l'anglais, trois italiens, quatre tchétchènes ou russes, je sais pas. Mais j'ai des collègues qui travaillent dans le siège, qui est parisien, qu'on se voit de temps en temps dans les grands événements ou des grandes réunions ou formations aussi, parce qu'on est formé en permanence sur plein de thématiques pour renforcer ou enrichir la terminologie, même enrichir la manière de faire. Mais si, bien sûr, par exemple, si on est au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense ou des Armées, il y a des équipes des linguistes, ce qu'on appelle des équipes de linguistes, avec des correcteurs. Et donc, il y a toujours au moins deux qui travaillent sur la même langue. Donc, on peut toujours avoir, bien sûr, des collègues. Moi, je parle ma situation personnelle, mais j'ai des collègues, mais à distance. Oui, bien sûr. Bon, bah, merci. Très clair. Merci pour toutes vos questions. Merci beaucoup Ahmed pour le temps que tu nous as consacré et les explications détaillées que tu nous as données. Ça permet de vraiment se projeter dans ton quotidien ou en tout cas le quotidien du métier. J'espère que tout le monde en repart avec, de la clarté, en tout cas un petit peu plus puisque ça peut jamais être, 100 complet, c'est sûr, mais en tout cas en une demi heure, on a quand même réussi à bien déblayer le sujet. Donc encore merci de la part de tout le monde et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée et n'oubliez pas qu'il y a des lives toute la semaine, dans le cadre de la semaine en coulisses. Donc dès demain, on reprend les lives sur d'autres métiers. Donc allez consulter le planning s'il y a d'autres métiers qui vous questionnent. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.